Merci Mylène, merci à tous. On va donner un peu de la voix, parce que nous avons un comité d'accueil. Et je vais en introduction leur rappeler les paroles de Georges Marchais en 1981. Il faut mettre un terme à l'immigration légale et illégale. Georges Marchais, 1981. N'oubliez jamais. Maintenant, je voudrais remercier tous les participants qui sont ici. Alors, si nous ne sommes pas nombreux, c'est peut-être aussi et surtout parce que le rassemblement n'a pas été annoncé par voie de presse. Je remercie tout de même les journalistes qui se sont déplacés. Mais nos rassemblements, quand nous en organisons, n'ont pas la même promotion et communication dans les organes de presse que peuvent en avoir certains opposants. Peu importe, moi ce que je note ici, je voudrais tout d'abord remercier Philippe et le collectif citoyen qui est à l'origine de ce rassemblement. Bravo à eux, bravo pour leur réaction citoyenne. Nous allons les soutenir jusqu'au bout. Et ils ne seront pas seuls. Ils ne seront pas seuls parce que Mylène Levet de Reconquête et moi-même, nous unissons nos efforts derrière eux, derrière ce collectif. Et c'est très important ce à quoi vous assistez parce que c'est à un petit niveau aujourd'hui. Mais c'est l'union pratique, pragmatique de tous les amoureux de la France, de tous les patriotes sur le terrain. Nous n'avons pas entendu que nos états-majors nous disent quoi faire. Cette association, ce collectif avait besoin de nous, avait besoin d'un soutien. Eh bien, nous sommes là et nous allons rester unis pour ce combat et pour d'autres peut-être à l'avenir. Alors effectivement, nous sommes ici pour parler de ce projet d'installation d'un CADA, 40 migrants qui vont débarquer dans un village de 357 habitants. Rien qu'en le disant comme ça semble aberrant, mais ça va être une réalité. Et là où Philippe et Mylène ont mis l'accent, c'est le manque, la défaillance de communication sur ce projet. On a des élus locaux qui disent n'avoir pas été informés, n'avoir reçu aucune communication en date du 6 février, alors que le compromis de vente a été signé. On est sur un déni de démocratie, on est sur des populations qui n'ont pas été consultées, on ne leur a pas demandé leur avis, et pourtant, laissez-moi vous le dire, ce sera fait avec leur argent, avec notre argent. Alors certains disent, le préfet qui dit oui, on est 1, temps pour 1000 habitants, on pourrait atteindre 1, temps, on est en retard. Pour eux, ce sont des statistiques. Pour nous, cette question, elle est humaine, elle est culturelle, elle est liée à nos modes de vie, à la préservation de nos modes de vie. Et pour monsieur le préfet, il ne s'agit que de statistiques. Ce dernier dit qu'il a prévenu le maire de Besnac. Il l'aurait apparemment prévenu, dit-il, pendant la période des fêtes, entre Noël et le jour de l'an. C'est un très très bon moment pour faire une communication d'une telle importance, vous en conviendrez avec moi. Alors, nous sommes opposés à ce projet pour différentes raisons et on va les détailler. Au-delà du fait, bien sûr, que, comme je viens de le dire, les populations n'aient pas été consultées. On peut légitimement s'inquiéter des différences culturelles entre ces nouveaux arrivants et les populations autochtones. C'est une véritable interrogation. Et en effet, comme ces personnes sont majoritairement musulmanes, il faut tout de même le rappeler, c'est un fait, qui devra s'adapter aux pratiques de qui? Quand vous assistez à un tel bouleversement démographique dans un village, je rappelle 40 migrants pour 357 habitants, qui va s'habituer aux habitudes de qui? Nous constatons déjà le repli communautaire dans certaines villes, dans la plupart des villes. C'est le corollaire de l'immigration massive. Et nous voyons dans ce projet à Besnac à la fois un bousculement et un basculement d'un mode de vie local bien ancré depuis des générations. Et ça, effectivement, nous avons le droit de le discuter, nous avons le droit d'interroger, et nous avons le droit d'être en désaccord. Nous sommes en démocratie. Bravo! Alors qu'en sera-t-il? Il faut se poser ces questions-là en termes de pratiques religieuses, en termes de mœurs, ou concernant les exigences en matière de repas, par exemple, pour les enfants scolarisés. La question est posée. Sera-t-il demandé aux populations de se plier aux habitudes communautaires et religieuses des nouveaux venus au nom du respect de la diversité? Comment cela va-t-il fonctionner? Nous l'ignorons encore.
Pour vous qui êtes des habitants de ces campagnes et qui regardiez jusque-là la diversité à la télévision, loin d'ici, dans les villes, eh bien maintenant, c'est ici que ça se passe. Ça descend jusqu'ici, dans vos villages, dans une campagne qui était jusque-là préservée. Quels sont les profils de ces migrants? Est-ce qu'on a des garanties de l'État? Est-ce qu'on a des garanties de l'association Viltaïs quant à la sécurité des populations locales? On peut effectivement poser la question. Et pourquoi ce choix d'un village écarté des bassins d'emploi et d'activité? Pourquoi? Le plus important, pourquoi présenter cette... Et là, je voudrais vraiment qu'on prenne un instant là-dessus sur cette notion. Ce sont des demandeurs d'asile et je vais y revenir. Mais pourquoi présenter cette installation comme temporaire, alors que la majorité des déboutés du droit d'asile restent sur notre sol jusqu'à une régularisation qui ouvre ensuite la porte aux aides sociales et bien évidemment au regroupement familial? S'agit-il d'une opération de repeuplement de nos campagnes financées par les autochtones à leurs propres dépens? Car ces nombreux projets de relocalisation des demandeurs d'asile ressemblent à un véritable essaimage sur tout le territoire, piloté entre autres par l'association Viltaïs, mais ce n'est pas la seule. Arrêtons-nous un instant sur cette association qui emploie tout de même 200 collaborateurs. Elle ventile, supervise et gère ces structures d'accueil sur tout le territoire. Mais, comme certains ont mis le nez là-dedans, et en l'occurrence c'est la Cour régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes qui écrit dans sa synthèse de juin 2022 un développement des activités de Viltaïs plus opportuniste que piloté. L'équipe dirigeante n'a pas entrepris de réfléchir à un projet associatif abouti, assorti d'une hiérarchisation des missions et actions à conforter ou déployer. Aucun document ne vient par ailleurs préciser les lignes directrices de l'évolution de son organisation interne en matière de ressources humaines, de systèmes d'information ou encore de patrimoine, ni déterminer les moyens et outils de pilotage d'une activité en croissance rapide. Un seul mot en lisant ce rapport de la Cour des comptes régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes: opacité. Opacité totale. Elle emploie cette association 200 collaborateurs et elle est en train d'essaimer ses CADA sur tout le territoire. Alors l'État, les collectivités, les élus locaux devront expliquer à nos compatriotes, aux électeurs, mais surtout aux acteurs du monde rural, les habitants, ceux qui travaillent dans nos campagnes, qui la rendent belle et qui autrefois la rendaient riche. Un monde rural qui désespère et se meurt à petit feu. Que la solidarité nationale ne s'exercera pas prioritairement pour eux, mais bien pour ces nouveaux arrivants. Et il est très important d'insister sur un point. Mylène l'a dit, Philippe l'a mentionné également, ce sont nos impôts et taxes qui financent intégralement cette opération. Mais à la demande de qui? Ça, c'est un autre point important. Parce que on a l'arme du crime, en quelque sorte. Mais on ne mentionne jamais la main qui tient le revolver. À nouveau, je vais y revenir. Le monde rural se meurt. Et cet argent de ces impôts et taxes que nous payons tous devrait être utilisé pour aider la filière agricole, pour aider surtout les jeunes, pour qu'ils puissent vivre et travailler, vivre dignement dans leur campagne. Nous n'aurions pas ainsi d'exode rural. Alors, revenons un instant sur le coût de tout ceci. Ça a été mentionné. Parce que ça, c'est la facture pour les finances publiques. Facture non exhaustive. Nous avons le rachat de l'hôtel-restaurant La Manderie pour un montant de 560 000 €. C'est nous qui payons. Nous avons le recrutement de 3 salariés permanents, les aides au déplacement des résidents, les activités sportives, la vêture et toutes les autres dépenses annexes qui ne profiteront pas aux nationaux, mais bien à ce qui était avant qu'ils aient le statut de demandeurs d'asile, des immigrés clandestins. Il va falloir, et je vais revenir sur cette histoire de statut de demandeurs d'asile, pour dire... De l'amour, alors, des bisous, on t'aime. Les capitaux
Pour les esprits simples qui n'auraient pas compris le sens de cette banderole, non aux migrants dans nos campagnes. Alors, comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'un message d'hostilité à l'égard des migrants, de ces personnes qui traversent la frontière pour aller chercher un avenir meilleur, pour élever leurs enfants, parce que, bien sûr, il faut quand même avoir un petit peu de mémoire et se rendre compte que si nous avons des vagues migratoires depuis 2015, c'est peut-être aussi et surtout parce que nous sommes allés déstabiliser des régimes en Libye, en Syrie. Donc nous récoltons aujourd'hui, d'une certaine façon, ce que nous avons semé, ce que notre politique étrangère a fait. Il faut tout de même le rappeler. Alors, vous devez comprendre que nos adversaires dans ce combat-là, ce ne sont pas les migrants, ce ne sont pas les personnes qui viennent, qui traversent la frontière, qui traversent la mer pour trouver un avenir meilleur. Ces personnes-là viennent parce que les lumières sont allumées, parce qu'ici il fait bon, parce qu'ici il fait chaud, parce qu'ici on prend soin au mieux des gens qui sont dans le besoin. Ce sont des personnes qui viennent trouver un avenir meilleur. Mais qui a bâti ou qui laisse bâtir cet écosystème favorable pour leur venue? Qui? Ce sont nos politiques. Si nous sommes ici, c'est pas pour manifester une quelconque hostilité contre ces migrants, ces demandeurs d'asile, pas du tout, mais bien contre les hommes politiques qui les laissent venir, alors que nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos jeunes agriculteurs, alors que nos jeunes sont dans une situation de chômage incroyable. Eh bien, il y en a d'autres qui se frottent les mains. Il y en a d'autres qui se frottent les mains. C'est une partie du grand patronat qui pourra trouver un réservoir de main-d'œuvre corvéable à merci. Alors, je voudrais vous dire quand même quelque chose au niveau de qui tient l'arme du crime. C'est l'éléphant dans la pièce, the elephant in the room, disent les Anglais. Tout le monde le voit, personne ne peut l'ignorer, mais personne n'en parle. C'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe qui veut que cette politique migratoire continue, perdure, s'installe, se pérennise. Je voudrais quand même vous mentionner parce que c'est amusant comme les sujets amusant, comprenez, c'est tragique, tragicomique, comme les sujets se télescopent. Quel est le point commun entre la réforme des retraites, là dont on parle, qui fait beaucoup couler d'encre, qui génère beaucoup de manifestations, que nous comprenons et que nous soutenons, bien sûr. Quel est le point commun entre la réforme des retraites et l'immigration massive? Eh bien, c'est l'Europe. Il y a un rapport, mesdames et messieurs, en date du 7 juin 2021 qui s'appelle Aging Report, un rapport de prospective sur l'évolution démographique en Europe. Dans ce rapport, la Commission européenne préconise, et on sait ce que c'est que leurs préconisations. Ce sont des préconisations, pratiquement le pistolet sur la tempe. Vous le faites, sinon vous coupe les vivres. Vous le faites, sinon vous aurez une amende. Préconisation donc de l'Union européenne. D'ici 2030, et écoutez-moi bien de l'autre côté, ça vous concerne aussi, il faut amener l'âge de la retraite à 67 ans en France. Et dans le même rapport, tenez-vous bien, il est demandé d'accueillir 53 millions d'immigrés supplémentaires d'ici à l'horizon 2070. L'Europe le dit, le gouvernement français le fait. Le Parlement français, où nous avons un spectacle burlesque entre les fausses oppositions, les oppositions molles, et un parti tout content de voir ces débats dignes de l'école primaire. On parle de la réforme des retraites, pas un mot sur l'Europe. D'ailleurs, est-ce qu'on discute de guerre en ce moment au Parlement français? Non. Donc voilà, mesdames et messieurs, le Aging Report du 16 juin 2021, dans lequel il est dit qu'il faut à la fois reculer l'âge de la retraite à 67 ans en France et accueillir 53 millions d'immigrés à l'horizon 2070. Au moins, les choses sont claires. Et je le dis parce que l'année prochaine, nous avons des élections européennes. Et j'ai bon espoir, puisque nos débats porteront sur la question européenne. Alors, certains diront plus d'Europe, d'autres diront moins d'Europe. Mais ils diront tous, bon, on reste dans l'Europe.
La position qui est la mienne, qui est celle de Florian Philippot et qui j'espère sera la nôtre dans le cadre d'une union, c'est d'être la seule ligne pour le Frexit. Il faut sortir immédiatement, ou du moins le plus rapidement possible, de cette Union européenne. C'est elle qui est à la manœuvre. Quand vous avez Elisabeth Borne qui, il y a 2 jours, va voir von der Leyen pour parler, tenez-vous bien, de souveraineté européenne. L'échelon français est dépassé. Et toutes les personnes qui croient qu'on va changer l'Europe de l'intérieur se trompent. Je les renvoie à Alexis Tsipras, qui avait pourtant un référendum. Il avait mandat de son peuple. En 3 jours, l'Europe l'a fait plier. En 3 jours. On ne change pas l'Europe de l'intérieur. Retenez bien, celui qui frappe la monnaie fait les lois. Si vous voulez une indépendance, il faut une monnaie nationale. Alors je reviens quand même, après cette digression, mais qui était importante sur le sujet qui nous concerne. Il y a des choses à faire. Déjà sur le terrain, il faut aller questionner vos élus. Il faut que nous allions tous questionner nos élus, que les habitants aillent, je parle pas de harceler, je parle de questionnement républicain. Qu'avez-vous fait? Étiez-vous au courant? Comment se fait-il que vous n'étiez pas au courant? Exigez un référendum citoyen au niveau local. Et nous allons nous battre, nous allons observer. Vous serez tous les uns des autres des enquêteurs des activités de cette association, de ce qui se passe dans ce village. Et si jamais quelque chose ne se passe pas bien, eh bien nous serons là, nous interviendrons. Mais pour l'instant, il faut questionner vos élus. Que savaient-ils? Que pouvaient-ils faire? Que n'ont-ils pas fait? Vous avez raison. Vous avez raison. J'ai une boisson capitaliste. Voilà, avant de vous quitter, je voudrais vous remercier une nouvelle fois pour votre présence. Je voudrais remercier Philippe, animateur de ce collectif, Mylène de Reconquête. Je salue à nouveau le fait qu'on puisse travailler ensemble et ce rassemblement, cette première action, eh bien, jette les bases d'une collaboration qui est vouée à continuer parce que nous partageons les mêmes objectifs, les mêmes intérêts et nous partageons le même amour de la France. Voilà, allez, on va se battre sur le terrain, on va rester unis et le combat sera long, mais comme je le dis, il est bon d'être bien accompagné. Merci à vous d'être venus. Merci.